Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus ce soir. Ça veut dire que vous avez raté le match du PSG et je sais que vous avez fait un choix très très difficile mais vous avez choisi le meilleur endroit. Parce que chacun sait que le PSG ne marque jamais de but, tandis qu'ici nous allons avoir de magnifiques arbres et beaucoup de connaissances puisque nous avons le plaisir d'accueillir Micheline Autia qui est biogéographe, secrétaire générale de la Société de géographie et beaucoup d'autres choses et qui va nous présenter ces arbres venus d'ailleurs et que pourtant nous connaissons tous puisqu'ils sont présents dans notre belle boucle de la Marne. Voilà, je vous propose d'applaudir bien fort Madame Autia. Bien, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous promener à l'intérieur de Saint-Maur, mais à travers les arbres. Et je pense que vous allez découvrir nos arbres venus d'ailleurs et ça va nous faire un beau tour du monde. Alors, si vous le permettez, je vais aborder le sujet de cette façon. Tout d'abord, essayer de redéfinir ce qu'est un arbre dans la mesure où on n'a pas toujours la connaissance du fonctionnement d'un arbre, même si on a quelques idées. D'autre part, essayer de voir comment ces arbres que l'on croit familiers, eh bien, ne sont pas forcément de chez nous, mais alors à ce moment-là, d'où viennent-ils ? Et on va essayer de trouver les origines et les découvertes de ces arbres. Et l'autre point que j'aborderai un peu rapidement, c'est ces arbres qui ne sont pas de chez nous, font-ils de l'ombre à nos arbres originels et quels problèmes cela peut engendrer éventuellement. Alors, vous connaissez tous la morphologie d'un arbre. Hein. C'est un arbre qui, comme celui qui est exposé ici, vous montre sa partie feuillée, sa partie dénudée, puisque certains arbres, comme vous le savez, perdent leurs feuilles à l'automne. D'autres sont au contraire tout le temps verts. On dit qu'ils sont Saint-Père-virantes. Bon, mais ce que je voulais vous montrer là, c'était qu'un arbre, on le considère depuis le sol jusqu'au sommet. Et le système racinaire, c'est très important parce que quand on est dans un milieu urbain, les racines peuvent pénétrer très latéralement. D'ailleurs, vous avez pu le remarquer, parfois ça soulève les trottoirs et ça peut même s'enfoncer profondément et aller atteindre des canalisations, par exemple. Donc un arbre, c'est vraiment une entité qu'il faut considérer depuis le sol jusqu'à sa cime. Mais si je vous ai mis une coupe d'un tronc, c'est surtout pour vous faire remarquer que les vaisseaux qui permettent à la sève de circuler dans l'arbre se trouvent tout près de l'écorce. Et ça, c'est important pour plusieurs raisons. Parce que lorsque l'écorce de l'arbre est abîmée, vous touchez les vaisseaux de la sève et à partir de là, vous perturbez le fonctionnement de l'arbre. Or, en milieu urbain, bien souvent, les arbres sont agressés, on se gare pas très bien, une voiture bouscule l'écorce, etc. Parfois, quand on fait des travaux un peu importants, on perturbe également. Donc, vous avez une sève montante qui va partir du sol avec l'eau et les sels minéraux, qui vont monter au sommet de l'arbre où il y a les feuilles. Et ces feuilles, avec le CO2 et le soleil, va permettre de transformer ce CO2 et ça va permettre de l'absorber. Ça va donner du glucose qui va alimenter l'arbre et en même temps rejeter de l'oxygène. C'est pour ça que ça nous aide à mieux respirer, entre autres. Mais cela veut dire aussi que si vous avez le cœur de l'arbre qui est abîmé, vous pouvez avoir un arbre qui feuille et qui fleurit. Cela ne l'empêche point. Jusqu'au jour où il y a un déséquilibre physique
qui se passe. L'arbre devient pas suffisamment armé pour porter son poids et il va basculer. Et parfois, ça pose de sérieux problèmes et des risques d'accident. Je vous ai mis un petit schéma, je ne sais pas si... Oui, si on peut, là peut-être, avec la souris. Voilà. Je vous ai mis un petit schéma. Là, vous avez un arbre qui a été abîmé au niveau de sa branche. Et petit à petit, grâce aux vaisseaux qui sont juste à la périphérie de l'arbre, eh bien, vous avez une cicatrisation qui s'effectue. Mais si on multiplie les accidents, évidemment, l'arbre va finir par en souffrir. Alors, je vous ai rapidement, parce que vous êtes tous au courant de cela, mis un schéma qui vous montre que la photosynthèse permet à la fois la croissance de l'arbre, à la fois le rejet de l'oxygène, qui nous est bien utile, mais il faut savoir aussi que, un arbre, ça respire, et que la nuit également, il y a du rejet de CO2. Donc, quand on nous dit les arbres, ça nous donne de l'oxygène, etc., oui, mais pas complètement. Il y a une partie où l'arbre respire, comme nous, hein, et donc il rejette aussi du CO2. Et puis une autre chose qui rejette du CO2, dans les milieux forestiers notamment, mais également dans les jardins ou le long des trottoirs, eh bien, c'est la décomposition de la matière organique. Lorsque la matière organique se décompose, eh bien, il y a également rejet de CO2. Donc, quand on regarde un véritable bilan d'une forêt, d'un bosquet, d'arbres d'alignement, le véritable acquis de l'oxygène, c'est la photosynthèse moins la respiration à laquelle s'ajoute la décomposition de la biomasse. Donc, c'est pas 100% oxygène. Trop souvent, je trouve dans les médias, on a tendance à dire tout est oxygène. Non. Alors, quelques données chiffrées, mais je vais passer vite parce que vous savez tout ça. On a la chance d'avoir sur notre territoire 35 000 individus implantés. Ensuite, on a des arbres qui sont inscrits au PLU, hein, plan local urbain. Également des arbres de différentes espèces, et j'ai calculé 55 essences différentes sur l'ensemble de notre commune, dont 28, plus de la moitié, ne sont pas originaires de notre pays. Ça en fait, alors rassurez-vous, je ne vous énumérerai pas les 28, hein, ça serait fastidieux, j'ai fait des choix. Et d'autre part, on a également des arbres qui sont protégés et on a 52 espaces verts. Lorsque l'on travaille sur les arbres en ville, il y a différentes formes de ces individus. On peut avoir une allée bordée, une rue bordée d'arbres dont on fait une taille, hein, c'est ce qu'on appelle la taille en rideau. On peut également laisser les arbres développer leurs cimes et leurs houppiers, et à ce moment-là, ça crée une voûte magnifique. Ou bien on les laisse se développer en fonction de la morphologie de leur espèce, et vous avez là un petit schéma qui vous permet de voir les différentes formes que les arbres peuvent prendre, selon surtout qu'ils sont ou feuillus ou résineux. Alors, quels sont nos arbres, hein? On a évidemment un certain nombre d'espèces qui dominent, hein. On a les tilleuls, on a les platanes, on a les marronniers, on a les érables, tout ça autour de 20-25%. Mais d'abord, tous ces arbres sont-ils de chez nous? Première question. Vous me direz, mais non, mais ils sont familiers, je les connais, il n'y a pas de raison, ils appartiennent à notre cortège floristique. Ben, on verra que c'est pas si simple. Et puis, il y en a d'autres. Il y a le chêne rouge, il y a le sophora, il y a le liquide ambar. Tout ça, ce sont des végétaux qui ne sont pas originaires. Alors, simplement pour vous montrer que nous avons la chance d'être dans une commune où le vert est pas négligeable.
hein. Cette vision oblique nous montre l'importance de l'arbre dans notre commune. Et puis, il ne faut pas oublier non plus l'importance des squares qui sont pour la plupart arborés. Alors, pour vous montrer qu'on a un patrimoine arboré qui vient d'horizons variés, j'ai organisé cela en 3 parties. Les arbres qui viennent, disons, bon an, mal an, de l'ensemble du bassin méditerranéen et un petit peu plus loin. Ceux qui viennent de l'Est, Asie et entre autres, et puis ceux qui viennent de l'Ouest du continent américain. Et on verra qu'on en a un grand nombre de part et d'autre. Alors, le marronnier. Le marronnier, c'est un arbre qui nous est extrêmement familier. Eh bien, il n'est pas de chez nous. C'est pourquoi il est important de savoir d'où il vient. Il a été, comme vous le voyez sur cette carte, il vient plutôt de l'Orient méditerranéen. Et pourquoi ce nom de châtaignier, de marron? Eh bien, parce que en fait, quand il est arrivé à un moment donné dans le monde méditerranéen, on l'a confondu avec les châtaignes, puisque quand on regarde un marron, c'est vrai que c'est assez proche de la châtaigne morphologiquement parlant. Je parle du fruit, de la graine. Et en fait, cet arbre vient de la péninsule balkanique, sachant que il est très ornemental à cause de sa petite hampe florale, mais il n'est pas comestible, même s'il a été donné au porc notamment. Alors, comment il est-il arrivé chez nous? Parce que c'est ça qui est important. Il est d'abord arrivé à Constantinople. Ce qui était important de savoir qu'il venait de plus loin de l'Est. Et puis, il y a David von Umbach qui a envoyé des graines à un botaniste très connu, Charles de l'Écluse. Vous verrez qu'au fil du débat, de la présentation, nous reverrons cet homme qui est un intendant des jardins impériaux de Vienne. Il va être implanté en France grâce à cette donation de graines dans l'hôtel de Soubise. Malheureusement, il ne survivra pas aussi longtemps que cela était espéré. Et puis, petit à petit, il va être implanté au Jardin du Roi. Alors, le Jardin du Roi, c'est l'actuel jardin des plantes que vous connaissez à Paris. Et petit à petit, il va conquérir Versailles et enfin les Tuileries sous le nôtre. Et progressivement, il va devenir l'arbre de décoration des villes, notamment sous Napoléon III. Cet arbre est parfois menacé parce qu'il y a, comme vous le savez, je pense, la fameuse mineuse du marronnier qui, vous l'avez remarqué, les feuilles deviennent marronasses, craquantes. Et pour éviter la contamination trop importante de ce petit papillon et de cette chenille, eh bien, on devrait systématiquement ramasser les feuilles à l'automne et les brûler pour éviter qu'elles contaminent. Parce que en même temps, c'est le refuge d'individus qui aiment trop les plantes, mais qui pour les manger, pas pour les aider à se développer. Puis il y a un autre ennui, c'est le développement de la cochenille. La cochenille va se fixer sur les branches et les troncs, comme vous le voyez sur ce document, et c'est lié à un stress hydrique, la plupart du temps. Or, il est évident que dans les milieux urbains, les arbres n'ont pas toujours la quantité d'eau souhaitée pour se développer. Et s'il y en a de trop, comme on a eu parfois des épisodes extrêmement pluvieux, eh bien, l'eau à ce moment-là ne pénètre pas suffisamment dans le sol parce que la surface est saturée et ça part à la marne.
Alors voilà les marronniers dans notre commune. Vous voyez qu'il y a, j'ai compté 70 rues, avenues et places qui sont bordées par ces arbres. Et dont celles que je vous montre là à titre d'exemple, l'avenue Albert Ier et l'avenue Saint-Louis. Et puis c'est un arbre qui a fasciné les peintres et j'ai pas pu résister à vous montrer Van Gogh. Peut-être celui-là le connaissez-vous moins bien, c'est le noisetier de Byzance. Là encore, vous voyez en vert sur la carte d'où il est originaire. Les Balkans, une partie du nord de la Turquie et peut-être même l'Iran, point d'interrogation. Il a une morphologie assez originale avec son enveloppe complètement chevelue. Les noisettes sont comestibles et c'est un arbre qui est bien planté en ville, même s'il n'y en a pas tant que cela à travers les différentes villes, parce qu'il résiste à la pollution. Donc il arrive à faire sa photosynthèse sans trop de difficultés et sa croissance sans trop de difficultés en dépit des pollutions atmosphériques. Alors les noisettes ont été données une fois de plus à von Ungardt et encore à l'Écluse, qui est à Vienne, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et quand Charles de l'Écluse retourne à l'Aide qui se trouve en Provinces-Unies, eh bien, il va introduire cette espèce en Europe. Alors, je vous ai mis ici la carte des Provinces-Unies. L'Aide est un des vieux jardins botaniques de la Provinces-Unies, mais qui maintenant est Pays-Bas. Et il y aura, je parlerai un peu plus tard également du jardin d'Utrecht, mais ce sont des jardins botaniques très importants qui ont joué un rôle de diffusion dans l'ensemble de l'Europe, car avec les Anglais et les Néerlandais, il y a eu énormément d'apports de plantes extérieures et toutes ont été concentrées pour une grande part, soit dans les jardins anglais, soit dans les jardins néerlandais, qui ensuite ont diffusé dans l'ensemble de l'Europe. Et vous avez là, dans ce jardin, la statue de Charles de l'Écluse, qui lui a introduit énormément de plantes. Et je vous ai mis une photo du jardin actuel. Alors, vous avez là la morphologie d'un noisetier de Byzance. Bon, j'ai pris, il y en a pas beaucoup dans l'ensemble de notre commune, mais il a une morphologie importante. Vous voyez que quand il arrive à un certain âge, il peut avoir à la base une ramification extraordinaire. Donc il faut faire attention lorsqu'il commence à se développer de manière importante. Et il a un port très élancé. Alors, on a évidemment beaucoup d'arbres qui viennent de l'Empire du Milieu et du Soleil levant, grâce évidemment aux grandes découvertes. Vous avez le Saphora du Japon. Alors là encore, il faut faire attention dans les dénominations. Souvent, on a donné un nom de lieu à partir duquel l'arbre est parti, ou a été importé, mais bien souvent, il vient d'ailleurs. C'est le cas du Sephora japonica du Japon, qui est un arbre chinois. Au départ, c'est un arbre chinois qui a été trouvé dans les plaines, dans les plateaux de la Chine centrale et qui ensuite a été introduit en Corée d'abord, puis au Japon. On dit vers l'an 1000. Là encore, il y a des dates qui sont approximative, donc il faut faire attention. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que cet arbre a été introduit en Europe dès 1747 par le père d'Incarville, qui les a introduits par l'intermédiaire, parce qu'il était en mission en Chine et qu'il a énormément voyagé à l'intérieur de la Chine. Il a fait un magnifique herbier, d'ailleurs, qui est aujourd'hui au Muséum d'histoire naturelle. Mais vous ne trouverez pas les graines ou des feuilles de ce Sephora de Japon, dans la mesure où il ne l'avait pas identifié
Et quand il l'a envoyé pour qu'il soit planté en France à Bernard de Jussieu, eh bien, il a dit graines d'arbres inconnus. Et c'est les graines que vous voyez là. C'est pour ça que sur sa planche botanique, eh bien, on n'a pas d'identification. Alors que pour d'autres, je vous ai mis une planche qui vient du muséum, qui montre comment il avait travaillé dès cette époque. Alors, le Sophora du Japon, si vous voulez voir celui qui a été introduit en France en 1747, vous pouvez aller le voir au Jardin des Plantes. Il est encore de ce monde. Il a une floraison absolument abondante et il a été implanté au château de Montry en Seine-et-Marne et on pense que lui, il a 140 ans, mais il a eu et survécu à une tempête importante et il s'est séparé en deux à partir de la base et vous voyez de part et d'autre, tout est reparti. Donc ce sont des arbres extrêmement résistants. Le Sophora du Japon, originaire de Chine, se trouve également dans notre commune. C'est un arbre ornemental très important et c'est la raison pour laquelle on l'utilise comme arbre d'alignement. Il fournit une ombre très agréable. Il accepte des conditions de vie difficiles, y compris la sécheresse. Il a un système racinaire qui est latéral, donc là encore, lorsqu'on l'implante dans des milieux urbains, il faut faire très attention au niveau des trottoirs. Par contre, les graines et les gousses sont toxiques. Mais c'est un arbre qui donne des fleurs absolument magnifiques. La floraison est toujours très abondante et a une odeur très délicate. Et c'est un arbre mellifère. C'est pour ça que dans certains endroits, on plante cet individu pour permettre aux abeilles d'avoir de bons miels. Autre arbre qui se trouve dans notre commune, c'est le poirier de Chine. Alors en fait, alors là c'est l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, il était en Chine, il est allé au Japon et on l'a appelé Sophora du Japon. Là en fait, c'est un arbre qui est originaire de Corée et du Japon, qui a été implanté en Chine. Les deux flèches que je vous ai mises sur la carte vous montrent qu'il y a eu une diffusion inverse par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure pour le Sophora. Il a été nommé ainsi par Joseph-Marie Callery, missionnaire français qui l'a ramené de Chine en 1858. Donc vous voyez que c'est pas si vieux que cela, mais même si l'arbre est très ancien. Cela donne un feuillage absolument magnifique au moment de l'automne. Hein, on a l'impression d'être dans les forêts du Canada là, avec ses roux, ses rouges, etc. Magnifique. Il est très résistant. Il est très décoratif également. Les oiseaux jouent un très grand rôle dans la dispersion des semences. C'est comme ça qu'on en retrouve à l'extérieur des villes qui, sur un terrain vague, par exemple, vont se mettre à germer. Mais par contre, l'odeur de la fleur est un peu désagréable. Oh, pardon. La localisation se trouve dans 7 avenues, dont l'avenue d'Entreprise, dans 2 rues, dont la rue Garibaldi et la rue du Pont de Créteil. Alors, vous verrez que parfois, je signale la localisation. Il y a des arbres qui sont répartis quasiment partout. Je n'ai pas cité toutes les rues et avenues et places, etc. Mais ce qui est important, c'est que vous retrouverez parfois des noms de rues pour d'autres espèces, dans la mesure où il y a un mélange qui se fait le long des bordures de façon à éviter la propagation de maladies, par exemple. On évite de plus en plus aujourd'hui de faire des kilomètres d'une seule et même espèce pour éviter justement les contaminations, les risques de transmission de maladies. Autre arbre que vous connaissez bien, le cerisier du Japon.
Alors, il a probablement plus de 2000 ans d'existence. Les premiers individus qu'on a trouvés ont été trouvés en Himalaya, et puis en Chine, puis en Corée. Et il a été ensuite introduit au Japon, peut-être au 8e siècle, par des Chinois qui fuyaient la guerre. Et le botaniste Frank Versiebold, qui était médecin herboriste à Nagasaki, puisque vous savez que Nagasaki a été ouvert très tardivement aux étrangers, qu'il n'y avait que Nagasaki qui pouvait être un lieu d'ancrage. Il a collectionné tout autour de là toute une série de plantes et d'animaux, et lorsqu'il est retourné de nouveau à Leyde, vous voyez, on retrouve encore ce jardin botanique, eh bien, il a rapporté des semences. En France, il a été introduit qu'au XIXe siècle, et à partir du milieu du XIXe siècle, il y a eu une diffusion en Europe. Alors, vous le savez, le cerisier est un arbre, j'allais dire, très important pour le Japon. C'est un arbre sacré. C'est au moment de la floraison, les Japonais se réunissent sous les arbres pour avoir une espèce de tranquillité spirituelle, pour se recueillir. Tous les Japonais vont pique-niquer sous ces cerisiers. Ils ont également un rituel très important de regarder les fleurs en silence. C'était très impressionnant de les voir. Ils sont extrêmement nombreux dans les parcs, les jardins, le long des rues. Et ils sont sous ces cerisiers en admiration. Pour eux, en plus, ça a une symbolique importante, puisque c'est le début de la plantation du riz, alimentation, comme vous le savez, fondamentale. Également, offrande aux dieux, il y a toute une cérémonie. Et puis surtout, c'est avant toute chose le symbole de la vie éphémère et de la beauté fugace. Alors, il y en a pas mal dans notre commune. J'ai calculé qu'il y avait 16 rues et avenues ornées de ces cerisiers, dont l'avenue de la République qui est tout à côté de la mairie. Le prunier de Pisard, qui lui a été découvert très tardivement, en 1880, et ce qui est très curieux, c'est que le chat de Tabriz est devenu à l'exposition universelle de 1878. Il a fait la connaissance de Francis Ernest Pissard, et celui-ci a été, j'allais dire, embauché par le chat, et il était resté, et c'est lui qui a ramené ce prunier qui ornait la zone de Tabriz. Voici quelques photos du jardin de Tabriz avec les miniatures persanes qui représentent déjà cet arbre. Il y a une quinzaine de rues qui sont bordées de ces pruniers et qui ont des fleurs en bouquets très denses, très colorés et d'un rose très particulier. Autre arbre, l'arbre de Judée, qui lui est plutôt originaire du sud-est de l'Europe et d'une partie de l'ouest de l'Asie. Alors pourquoi ce nom ? Eh bien, deux possibilités. D'abord parce que on dit que c'est l'arbre sur lequel se serait pendu Judas lorsque il a trahi Jésus, et d'autres disent non, probablement c'est à cause de la région de Judée. Bon, ça, personne n'a éclairci le mystère.
Certains pensent que les croisés ont joué un rôle dans l'arrivée de cette plante en France, notamment, et en Europe. D'autres considèrent que c'est plutôt vers le XVIe siècle. Toujours est-il que la première implantation que l'on trouve en France a été faite par le jardinier en chef, hein, le grand jardinier en chef de Montpellier, hein, puisque nous avons eu un des premiers jardins de France à Montpellier, et cet arbre fleurit encore. Hein. Il produit des graines extrêmement lourdes, hein, qui tombent assez vite au pied de l'arbre, mais il y a un oiseau fabuleux qui s'appelle les mésanges, les 2 espèces de mésanges que j'ai mises ici, qui sont friandes de ces semences et qui vont les disperser. Et c'est comme ça que vous avez ce qu'on appelle un arbre féral. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre féral? C'est un arbre un arbre ou une plante, hein, c'est employé pour tout ce qui ressort des jardins et qui retourne un peu à l'état sauvage. C'est-à-dire qu'il retrouve, par exemple, il va plus avoir la belle morphologie des feuilles, où il va avoir moins de fleurs, où les fleurs seront plus petites, tel qu'il était originellement. Et ces fleurs sont très très abondantes et elles sont évidemment très utilisées pour décorer les rues. Alors les arbres de Judée dans notre commune, eh bien, il y en a pas mal. Avenue Charles de Gaulle, avenue Diane, avenue des Mûriers, avenue Robert à la Varenne. Et quand il est un peu isolé, et il développe considérablement des branches latérales, hein, ce qui fait qu'il apporte une grande ombre. Et il a une particularité, c'est que d'abord il fleurit avant les feuilles, mais surtout les fleurs jaillissent sur les branches directement. Il n'y a pas de petits rameaux, ça fleurit directement sur la branche. C'est ce qu'on appelle la cauliflorie. Alors, là, j'ai pas résisté à vous expliquer l'histoire du ginkgo biloba. C'est un arbre original, très important. Il est originaire de Chine, et ça, on en a eu la preuve il n'y a pas très longtemps, en 2012. Vous voyez que c'est récent. Des chercheurs américains et chinois ont trouvé le lieu de refuge du ginkgo biloba au cœur de la Chine, à la suite des glaciations. Cet arbre, avait des semences enfouies dans un site protégé, et c'est là que les chercheurs botanistes américains et chinois ont trouvé ce site originel. Ici, vous avez un temple au sein dont l'arbre est complètement entouré de soutènements. Cet arbre aurait entre 3000 et 4000 ans. Alors, il est original par 2 choses aussi, c'est que il a un pied mâle et un pied femelle qui sont séparés. Et je peux vous assurer que le pied femelle, quand les graines sont mûres, car ce sont des graines uniquement, hein, sont mûres, ça ne sent pas très bon. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors c'est ce qu'on appelle un arbre dioïque, c'est-à-dire qu'il faut 2 pieds, un pied mâle et un pied femelle, pour que la fécondation puisse se faire. Alors que la plupart de nos arbres sont monoïques, c'est-à-dire que sur le même individu, soit il y a des individus mâles et femelles séparés, mais sur le même arbre, soit la fleur est mâle et femelle. Et on a les 2 situations. Donc là, c'est ce qui fait que pour arriver à une reproduction, quand on ne connaissait pas tous ces aspects biologiques, eh bien, il a fallu les trouver pour pouvoir trouver de nouveaux arbres. Sinon, on a ramené évidemment les graines des pieds femelles. Alors, pourquoi c'est un arbre
exceptionnel? Eh ben, parce que il a fait partie de notre histoire botanique. Après bien des vicissitudes sur notre planète, on a une partie de ces végétaux qui se sont développés autour de 270-220 millions d'années. Et donc, on a trouvé également des reliques du secondaire en très bon état, en France, j'entends. Et il a donc retrouvé, comme je le disais, refuge en Chine, et on a trouvé il n'y a pas longtemps le lieu. Et il est arrivé au Japon probablement au XIIe siècle, et depuis, il s'est développé de façon extraordinaire un peu partout à travers la planète. Alors, comment il a voyagé? Eh bien, cet arbre a fait vraiment beaucoup de voyages. De Chine, il est allé au Japon, et c'est quand on l'a découvert au Japon qu'il est venu en Europe. Donc, est-il arrivé au Japon à partir de moines bouddhistes autour du 5e et 6e siècle, ou est-il été apporté autrement? On ne sait pas trop. On pense que vers le XIIe siècle, il a pu arriver au Japon. Puis à partir de là, eh bien, il est parti dans l'autre sens, grâce aux Hollandais qui étaient, comme je le disais tout à l'heure, à Nagasaki, et qui acceptaient des étrangers uniquement dans ce port. Vous avez Engelbert Kampfer qui a eu la possibilité de voyager jusqu'à Edo. Edo, c'est l'actuel Tokyo. Et donc, il a ramené des ginkgos. Il les a implantés aux Provinces-Unies. C'est pourquoi je vous avais mis la carte précédemment. Et il a été implanté dans le jardin d'Utrecht pour être encore de ce monde. Alors, notre ginkgo en France est beaucoup plus tardif. C'est autour du XVIIIe siècle qu'il arrive et qui va être implanté à Montpellier, puisque je vous ai dit que c'était un jardin très important de notre pays. Et on l'appelle l'arbre aux 40 écus. Pourquoi l'arbre aux 40 écus? Alors là, il y a deux solutions. Soit parce que celui qui a ramené les pieds de Londres a payé chaque pied 40 écus, ce qui était énorme à l'époque. Ou alors certains disent mais non, pas du tout, c'est parce que la couleur dorée de ces feuilles à l'automne, qui sont magnifiques, hein, on dirait une pluie d'or quand il tombe à cette période, l'aurait qualifié ainsi. On ne le saura jamais, voilà. Et aujourd'hui, vous pouvez admirer l'arbre qui a été planté au Jardin des Plantes et qui date du XVIIIe siècle. Et je vous ai mis la photo du jardin. Alors, je ne vais pas résister au fait de vous montrer, si je puis dire, que c'était un arbre résistant. Pourquoi? Parce que le ginkgo biloba a été en 1945 soumis malheureusement à la bombe d'Hiroshima. Or, une bombe de ce type, ça détruit tout. Or, au printemps suivant, en 1946, déjà le ginkgo présentait des bourgeons. Il a résisté aux radiations. Et c'est pour ça aussi que la feuille de ginkgo est le symbole de Tokyo. Et aujourd'hui, au Japon, vous retrouvez ce ginkgo, toujours en vie, qui est mêlé à la construction du temple qui a été reconstruit. Donc on a là vraiment quelque chose d'extraordinaire, et c'est une des raisons pour lesquelles dans bien des villes hyper polluées on l'implante, parce qu'il résiste aux maladies, il résiste aux parasites, et il résiste à la pollution. Et nous avons cet arbre à Saint-Maur dans la rue Leroux. Alors j'en aurais encore bien d'autres,
mais bon, je ne vais pas continuer cette énumération sur les pays qui viennent de l'extrême Est. Mais il y a également à Saint-Maur les lilas des Indes, les landes glutileux. Pardon. Alors cet élanthe, il est, j'allais dire, encombrant, parce qu'il est extrêmement invasif. Donc il faut faire très attention lorsqu'on l'implante. Ça vient également de Chine et de Taïwan, mais il est très invasif. Il y a également le frêne qui vient à la fois d'une partie de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie, et puis il y a le fameux tilleul de Henri qui vient de Chine. Vous voyez que la feuille n'est pas du tout la même que notre tilleul argenté. Alors ensuite, évidemment, grâce aux découvertes du Nouveau Monde, on va avoir des implantations de plantes importantes. Alors, un des premiers, enfin pas forcément le premier, mais un des arbres qui a pris rapidement en Europe, je dirais, même en France, c'est avant tout le chêne rouge d'Amérique. Ce chêne rouge, comme vous le voyez sur la carte, il a une très grande extension au nord-est des États-Unis et jusqu'au sud-est, et en même temps une partie au Canada. Et il a été introduit peut-être pour la première fois en 1691, mais en fait ceux qui les ont vraiment implantés, ce sont des personnages célèbres comme de la Galissonnière et du Hamel du Monceau, qui était, de la Galissonnière était gouverneur du Canada. Alors cet arbre a des aspects intéressants, mais des caractères un peu gênants. D'abord, il a une pousse, c'est un chêne, hein, c'est de la même famille que nos chênes sessiles ou nos chênes pédonculés, mais il pousse plus vite. Il fait une photosynthèse plus élevée. Donc on considère qu'il est important pour le rejet de l'oxygène. Il a une glandée importante. C'est-à-dire qu'il produit beaucoup de glands, donc ça veut dire qu'il est capable d'avoir une très forte régénération. Ensuite, il est tolérant à l'ombrage, ce qui est tout à fait étonnant pour un chêne, puisque vous savez que nos chênes, eux, ont besoin de lumière pour germer, sinon ils végètent et ne se développent pas. De plus, il est exploitable à 60 ans. Or, si on veut un bois de qualité de chêne, si nous regardons les chênes de chez nous, chênes sessiles et chênes pédonculés pour les arbres, je dirais, forestiers, ils s'exploitent entre 120, 130 ou 150 ans, si on veut du beau bois. Donc la moitié, quasiment. D'autre part, il résiste à la sécheresse, à la pollution, donc c'est important. Mais le problème, c'est qu'il concurrence nos chênes. Or, on s'est aperçu en faisant des comparaisons de densitométrie du bois que les bois de nos chênes sessiles et pédonculés étaient de meilleure qualité. D'autre part, il a tendance à être envahissant pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est sa abondante production de glands. Et puis, sur le plan pédologique, il a tendance à engendrer une dégradation de la microbiologie dans nos sols. Et la microbiologie indigène, c'est-à-dire celle qui est familière à nos sols. Or, cette microbiologie, c'est elle qui joue un très grand rôle puisqu'elle décompose la matière organique qui tombe à la surface du sol, qui la réintroduit dans les sols et qui permet d'alimenter de nouveau nos sols. Et puis, il a tendance à favoriser des bactéries et des champignons qui ne sont pas très sympathiques pour les autres plantes. Mais, compte tenu de ces qualités que j'ai évoquées ci-dessus, eh bien, on le plante en France, malgré tout. Alors, il se trouve à différents lieux dans notre commune, hein, et il a un port important, il a des glands qui sont très gros, donc c'est la raison pour laquelle il faut, j'allais dire, l'implanter avec modération. Autre arbre qui nous vient des Amériques, le copalme, ou appelé encore liquidambar,
Il a d'abord été découvert par des Espagnols, puis petit à petit, il a été ramené en Europe par des botanistes anglais. Et enfin, les Français ont essayé de l'implanter. Mais on a retrouvé des vestiges de ces arbres, notamment des feuilles bien encastrées dans des roches sédimentaires. Hein. Ici, vous avez un fossile, une feuille fossile qui a été retrouvée en Italie. Et on pense qu'il est apparu autour du Crétacé. Alors c'est un arbre magnifique qui a une très belle coloration, mais là encore il y a des aspects. Alors on l'appelle liquide ambar parce que et là sa sève qui a une couleur miel. Hein, donc c'est cette couleur qui lui a donné son nom pour une part. Il a un ombrage très important, notamment pour les oiseaux. Il est un refuge pour la reproduction animale, notamment ornithologique. Il est très important lorsque l'on a des maintiens de sol, parce qu'il a un système racinaire. Là, évidemment, je vous ai mis une photo très explicite, hein, mais qui se développe latéralement et qui retient les sols, parce que outre cette expansion latérale, il a également un pivot central. Donc entre le pivot et le système racinaire latéral, eh bien, ça maintient bien les sols. Donc voilà. Mais par contre, il peut aussi avoir des aspects gênants, parce que quand vous voyez son système racinaire latéral, vous imaginez les dégâts que cela peut faire sur les zones qui sont bitumées, même si aujourd'hui on bitume de moins en moins, mais disons que si vous mettez ça sur un trottoir, ça va poser quelques problèmes pour se déplacer. Et puis surtout, il peut aussi menacer des fondations. J'ai vu des photos qui arrivaient à des systèmes racinaires radiculaires tout petits à rentrer dans les canalisations. Il va chercher l'eau. S'il y a la moindre fissure dans une canalisation, il a des micro-racines qui vont s'infiltrer dedans. Et quand on ouvre la canalisation, parce qu'à un moment donné, ça crée un bouchon, eh bien, on s'aperçoit que c'est un vrai chevelu et que tout est et ça fait un bouchon. Et là, évidemment, il faut agir vite. Donc, il orne malgré tout des rues, des avenues, des boulevards et des quais parmi notre commune. Un résineux qui est originaire de la côte Pacifique, donc il a fallu qu'on atteigne la côte Pacifique pour découvrir cette espèce. Il peut vivre 2000 ans à peu près. Hein, ceux qu'on a trouvés sur la côte ouest des États-Unis est très très vieux. Hein, sont très très vieux. En plus, il est très résistant au froid, ce qui est quand même important, mais il supporte la chaleur. Parfois même, il se développe plus vite lorsqu'il a des températures élevées. Il accepte les contrastes thermiques. Hein. Et puis, il aime bien les sols drainés, c'est-à-dire qu'on ne va pas le mettre dans un milieu humide. Vous avez là l'allure de cet arbre, son port très érigé et qui peut même se dédoubler à la base. Alors, il a été introduit en France tardivement, au XIXe siècle, et comme il résiste au feu et aux maladies, ce qui est quand même, ce sont deux qualités non négligeables, eh bien, il est présent dans les allées du rond-point à Saint-Maur, par exemple. Il est très reconnaissable à ces aiguilles qui sont en fait des écailles imbriquées les unes dans les autres et à cette forme de tronc qui ressemble à ce qu'on appelle... On appelle ça en termes botaniques de la desquamation, mais qu'on appelle ça en termes plus courants du pelage.
Alors, autre plante que vous avez remarquée, je pense, dans notre chère commune, le magnolia à grandes fleurs, dont la carte vous montre son origine. Il a été décrit pour la première fois par Jacques Plumier, hein, qui l'avait découvert et trouvé, et il a été nommé ultérieurement du nom d'un autre jardinier de Montpellier. Vous voyez, le jardin de Montpellier revient très souvent, ainsi que le jardin du Roi. C'est les deux grands jardins qui ont eu un rôle très important dans la diffusion des espèces en France. Et c'est ainsi qu'on l'a nommé Magnolia, du nom du directeur du jardin botanique de Montpellier. Alors, vous le connaissez, hein, c'est un arbre qui a des feuilles vernissées, très grandes, ovales, et qui est, comme on dit, s'impervirante, c'est-à-dire qui regarde ses feuilles tout au long de l'année. Alors, ça ne veut pas dire que les feuilles ne tombent pas, mais elles tombent tout au long de l'année. Mais de manière très individuelle, 3-4 par-ci, 3-4 par-là, ce qui fait que l'arbre donne toujours l'impression d'être vert. Il a des magnifiques fleurs en forme de tulipe, hein. Il est très très florifère, hein, et il est très résistant aussi. Là encore, il a été découvert aux États-Unis, dans la région que je vous ai montrée tout à l'heure, et il est arrivé dans une cargaison à Paimpol. De là, il a été transporté dans une magnifique villa qui avait des serres, et il a été planté dans cette serre. Malheureusement, c'est un arbre de plein air. Dans la serre, il s'est mis à végéter, il était tout rabougri, tout vilain, ce qui fait que le propriétaire l'a jeté sur un tas de fumier. Et une personne qui jardinait dans le parc en question a trouvé qu'il reprenait des allures sur le tas de fumier. Donc, il a récupéré le pied qui semblait reprendre naissance, si je puis dire, et elle l'a planté en pleine terre, et d'un seul coup, il s'est totalement épanoui. Donc c'est une histoire assez amusante de savoir qu'un individu a besoin de conditions de vie bien spécifiques pour se développer, et la serre ne lui convenait point, alors que celui qui l'avait fait pensait bien faire, bien évidemment. De nouveau, on retrouve notre amiral gouverneur du Canada qui va envoyer de nouvelles espèces, et il y aura une deuxième arrivée à la fin, au milieu du XVIIIe siècle. Pardon. Vous les connaissez tous, hein, ils sont autour de la mairie, dans le jardin de l'hôtel de ville. Alors, il a un port pyramidal, mais ce port pyramidal est accentué aussi par la taille. D'ailleurs, ils ont été taillés il y a 2 jours. Hein. J'ai observé cette taille, et ceux qui les taillaient, les élagueurs, ont bien fait le cône sommital de l'arbre. Il l'a naturellement, mais on l'accentue avec les tailles. Alors, il y a l'arbre aux haricots, qu'on appelle le catalpa, qui lui a une toute petite aire d'existence aux États-Unis, et c'est un arbre original, grande floraison, des feuilles en forme de cœur, et on l'appelle l'arbre aux haricots parce que sa fécondation donne ce que vous voyez là, c'est-à-dire des haricots. C'est un arbre assez intéressant. Il a d'abord été implanté en Angleterre, et puis progressivement il est venu en France en 1730, je vois pas bien, au milieu du XVIIIe siècle. Vous voyez l'importance de ces fleurs. Elles sont très groupées, très grosses, et puis vous voyez que lorsque tout est mûr, et ben les gousses de catalpa à l'automne s'ouvrent et ensemencent. Alors, ce qui est intéressant dans cet arbre, c'est qu'il a gardé son nom d'origine indienne. Et en fait, catalpa, ça voulait dire haricot en indien. Et les Indiens consommaient ces haricots. On trouve cet arbre
rue du Pont de Créteil. Là encore, j'insiste sur le fait que plusieurs fois, j'ai nommé certaines rues ou certaines avenues ou certains ronds-points où on a mélange d'espèces. Et ça, c'est important. Alors, le robinier, vous le connaissez. C'est un arbre des Appalaches qui est important. Il a l'extrême avantage d'avoir un bois quasi imputrescible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'utilise dans beaucoup de travaux de bois extérieurs. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de l'utiliser pour faire les terrasses d'extérieur. Les jardins, les salons de jardin sont en robinier, car quasi imputrescible. Et quand il est arrivé en France, on l'a d'abord utilisé pour faire des piquets de vigne, parce qu'il était très résistant. Et il n'y avait pas besoin de remplacer trop souvent les piquets de vigne. Il est arrivé en France grâce d'une part à un ancien jardinier anglais qui a donné des graines à Robin. Et ces graines, il les a plantées très rapidement au XVIIe siècle dans l'île de la Cité. Son fils va reprendre des rejets, il va faire encore des plantations dans le jardin du roi, toujours ça. Et Carl von Linné, le grand botaniste qu'on connaît bien, l'a nommé Robinia en l'honneur de Jean Robin. Et voilà, alors c'est pas Saint-Maur, mais c'est le square René Vivien, où vous pourrez le trouver encore aujourd'hui. Vous voyez qu'il a été semé au début du XVIIe, planté en 1615 et il est toujours là. Alors certes, quand on y va, on le voit, il est un peu, il y a des tuteurs pour le soutenir, mais malgré tout, il est très résistant et il fleurit bien, et il est en forme. Et vous avez une photo là qui vous montre le port de l'Arbre, et nous avons quelques rues, comme rue de la Varenne ou la rue Crugère, qui comportent des robiniers, ou encore la Villa Christine ou l'avenue Foch. J'aurais pu vous citer encore bien d'autres plantes venues de l'Ouest. Des peupliers, des bouleaux, le févier. Je voudrais simplement vous dire une chose. Vous voyez ce févier qui a des épines énormes. Eh bien, ces épines, elles étaient utilisées comme clous, tellement c'était dur. Et j'oserais pas vous dire les supplices que certains ont subis avec le févier, puisqu'on attachait des hommes ou des femmes à ces arbres, et jusqu'à ce que les épines s'enfoncent dans le dos. Vous avez le gommier blanc, vous avez un autre résineux. Il y a encore énormément d'arbres qui ont été implantés. Mais ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que nous avons des arbres qui sont issus d'hybridation et avec un mélange est-ouest. Et vous avez peut-être vu dans les rues de Saint-Maur le marronnier rouge, qui est magnifique. Eh bien, c'est un hybride qui est issu d'un marronnier d'Inde qui venait des Balkans, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et également d'un marronnier, d'un arbre pavier rouge qui vient des États-Unis. Et notre marronnier rouge est un hybride entre le pavier rouge et le marronnier d'Inde. Et vous avez le résultat aujourd'hui de cette fleur particulière qui est plus volumineuse que celle du pavier rouge. Elle ressemble dans sa forme plutôt au marronnier d'Inde, mais colorée par le pavier rouge. Et Renoir n'a pas résisté à le peindre, vous avez cela. Et vous avez évidemment dans notre commune 13 avenues et 2 rues, dont la rue de la Liberté, qui possède ce magnifique marronnier rose. Le platane. On en a beaucoup des platanes.
eh bien, on a un platane d'Orient qui est arrivé en Europe à partir souvent d'Istanbul, enfin de Constantinople. Donc platane d'Orient qui vient, qui est jusqu'en Asie mineure et qui aujourd'hui se trouve très bien encore à côté de Bursa et qui a toujours été représenté dans les miniatures persanes, dont vous avez un extrait ici, qui est un arbre qui a beaucoup de considération dans toute la Turquie. Alors pourquoi est-il arrivé chez nous? Parce que François Ier avait des relations avec Soliman le Magnifique, donc il y avait des ambassadeurs qui allaient dans cette magnifique ville-là de Constantinople. D'autre part, il y a eu énormément d'ambassadeurs qui sont venus. Ils ont notamment, je pense à Pierre Bellon, qui a parcouru, on va dire, tous les terrains qu'il pouvait à partir de sa mission d'ambassadeur, et il a rapporté des graines de platane. À partir de là, il a d'ailleurs demandé à Diane de Poitiers d'en planter un dans son jardin. Et aujourd'hui, on peut encore le voir. Il est encore de ce monde. Il a 31 mètres de haut, 43 mètres d'envergure et il fleurit sans problème. Nous avons également un magnifique platane d'Orient, toujours dans le jardin du roi, qui a été planté par Buffon en 1785, et qui est aujourd'hui vraiment magnifique. On peut encore le voir sans problème. Et vous avez une particularité des platanes, mais vous l'avez déjà remarqué, j'en suis sûre, c'est cette exfoliation qu'il y a sur le long du tronc. C'est pas du tout une maladie, c'est une façon d'expurger les plaquages qui sont morts et qui tombent naturellement. Mais il y a également le platane d'Amérique, voilà, qui lui occupe une très grande place, ce qu'on appelle aussi le platane occidental, qui occupe une très grande place aux États-Unis et qui est arrivé en Angleterre chez Tradescan et qui a très rapidement donné des semences en France. Pardon. Ce qui fait que notre platane est un hybride. Vous avez d'un côté le platane d'Amérique et les feuilles de nos platanes ont récupéré de cela les grands lobes du platane d'Amérique, et puis vous avez le platane d'Orient avec les découpes raffinées à l'intérieur des grands lobes. Et donc notre platane est un hybride, et c'est un hybride fertile. Alors, le platane, il a d'abord été implanté, je vous apprends rien, dans le Midi, à la fois le long des routes provençales, le canal du Midi, la fameuse place de Saint-Guilhem-le-Désert, on le retrouve partout dans le Midi. Il a fait évidemment la joie d'un grand nombre de peintres. Je vous ai mis quelques exemples ici, évidemment de Van Gogh, de Soutine et de Magui. Mais les platanes ornent également les places de Saint-Maur. C'est un platane qui a beaucoup de force. J'ai pas pu résister à mettre celui de l'abbaye qui est absolument magnifique. Il borde également l'avenue du Général Leclerc. Il y a plus de 60 avenues, boulevards, places, promenades, quais, rues, etc. qui sont bordées de platanes. Je m'arrêterai là au niveau de l'ensemble des arbres que j'ai collectés sur l'ensemble de la commune. Je dirais que grâce à toutes ces découvertes, nous avons eu un enrichissement floristique
suite à la pauvreté des glaciations de notre continent européen, entre autres, qui a fait que le froid descendant de plus en plus, les végétaux, il n'y a pas que les arbres, hein, les végétaux ont périclité, ils ont trouvé pour certains quelques refuges de ci, de là, puis quand ils sont arrivés au niveau du bassin méditerranéen, eh ben, quand des semences tombent à l'eau, elles disparaissent. Ce qui fait que notre flore était relativement pauvre. Les grandes découvertes, les gens passionnés de botanique, les savants, les géographes, les botanistes, les militaires, les ecclésiastiques également, ont tous essayé de rapporter des plantes pour enrichir notre flore. Hein. Mais attention, comme je l'ai mentionné une ou deux fois, un certain nombre de plantes exotiques peuvent être envahissantes et supplanter notre flore originelle, et voire même apporter des éléments négatifs pour le sol. Donc il faut être vigilant. Et certes, l'arbre est un atout pour la ville, ça va de soi, mais il est évident qu'il faut faire attention aux soins, être soigneux à leur égard, bien choisir les espèces, alors les espèces, les variétés, les clones, etc., ça devient très compliqué dès qu'on rentre dans la spécificité botanique de la culture des arbres pour les décorations. C'est pas pareil que quand on fait de la végétation en milieu forestier. Et donc, c'est grâce à eux aussi qu'on a un environnement agréable et où on peut respirer plus agréablement. Je vous remercie. Très très grand merci pour cette conférence absolument passionnante qui nous a fait effectivement voyager un peu partout sur la planète et découvrir que les arbres que l'on connaît depuis que l'on est né, finalement ne sont pas tout à fait de chez nous, mais ont fait quelques milliers de kilomètres avant de venir. Alors, est-ce qu'il y a des questions N'hésitez pas, c'est le moment, oui. Le fait même que l'on ait des marronniers d'Inde rouges, c'est très important parce que apparemment, ils résistent beaucoup mieux à Cameraria auridella, c'est-à-dire la mythe du marronnier habituel blanc. Oui, alors c'est toujours la même chose, si vous voulez, quand on intervient dans le croisement, puisqu'en fait c'est un croisement, hein, un hybride, dans une plante comme le marronnier, entre les deux, parce qu'on n'a pas de marronnier, on n'a pas de pavier rouge, hein, on a vraiment le marronnier rouge, c'est-à-dire l'hybride. Hein. Eh bien, c'est souvent grâce à la résistance, soit la sécheresse, soit la pollution, soit aux maladies, que l'on implante des espèces exotiques, je dirais, ou exogènes. Mais après, il faut voir quelle est la conséquence sur les plantes locales. Hein, parce que parfois, il y a disparition d'espèces locales par invasion de plantes exogènes. Donc, et tout ça, on le sait, hein, on fait très attention. Et c'est pour ça que quand on fait un plan d'aménagement urbain, notamment, puisque là, c'était exclusivement au milieu urbain, il faut prendre en considération tous ces éléments. Parce que si vous voulez, quand vous allez acheter des plants pour garnir une ville, vous avez des pépiniéristes, ils vont vous vanter évidemment ce qu'ils ont sous la main, ça va de soi. Bon, mais il faut faire attention au mélange, hein, ça je crois qu'on y veille bien régulièrement, au mélange, ne pas mettre que... alors évidemment, c'était un peu hérité de le nôtre, de mettre quelque chose qui était homogène, bien droit, rigoureux, géométrique. Hein. Mais finalement, on a eu des déboires importants suite à des
micro-organismes qui ont envahi et détruit même. Donc il faut mélanger. Il faut mélanger pour éviter les contaminations, pour éviter le développement d'un parasite, etc. Donc là, il faut faire très très attention. On nous dit aussi que le même arbre, le marronnier d'Inde blanc, qui apparemment a été très attaqué il y a 20 ans, ça a dû commencer, hein, par la Cameraria horridella, commence peu à peu à supporter de mieux en mieux. Et les feuilles au début tombaient vers la fin juillet, maintenant elles deviennent marron vers la fin août et en septembre. Et il paraîtrait que les mésanges mangent ces petites mites. On les voit. Alors, les chenilles, c'est la chenille qu'elles mangent. Ouais. Elles mangent, oui. Ouais. Oui, alors là aussi, le rôle, j'ai pas tout développé, mais le rôle des animaux, et notamment des oiseaux, est très important. Alors d'une part, certains oiseaux vont s'attaquer notamment aux chenilles, hein, alors sauf pas la chenille processionnaire qui malheureusement attaque les résineux, mais vont s'attaquer à des graines, etc. Les oiseaux jouent aussi un très grand rôle dans la diffusion des espèces. Hein. Lorsque vous avez des semences qui sont un peu lourdes et qui tombent au pied de l'arbre, bon, bah, ça ne crée pas de dispersion, mais ce sont les oiseaux qui vont engendrer la dispersion. Et c'est comme ça que, par exemple, dans le midi de la France, on retrouve des espèces qui étaient cultivées dans les jardins. D'ailleurs, on les appelle les sortants du jardin. Et qui ont été transposés dans la garrigue, par exemple, hein, qui ont pu se développer. Et à partir de ce moment-là, la plante, comme elle n'est plus dans son contexte de jardin, par exemple, va reprendre un aspect sauvage. C'est ce qu'on appelle les espèces férales. Vous avez ça, par exemple, chez les oliviers. Hein. On retrouve, lorsque des oliveraies sont abandonnées, vous avez l'olivier qui n'est plus taillé, etc., pour la production d'olives, va reprendre une morphologie originelle, hein, et on retrouve même à partir d'olives qui ont été produites et qui ont été, mais de ces arbres qui sont déjà échappés des vergers, des arbres qui sont liés au sauvage, c'est-à-dire à l'oléaste. On retrouve l'oléaste d'origine. Donc les animaux jouent un très grand rôle, et notamment les oiseaux. En forêt, il y en a d'autres qui jouent, par exemple les sangliers qui enfouissent les glands dans la forêt et qui permettent la germination. Mais quand il y en a trop, ça détruit aussi les arbres. Il y a une question d'équilibre. Oui, il y a une dame. Vous n'avez pas du tout parlé de notre grand chêne, bien connu de tous les Samoriens, qui a fait polémique. Vous pouvez nous en dire un mot, ce grand chêne? Alors, en ce qui concerne les chênes, il y a évidemment ce qu'on appelle, il a été classé arbre remarquable, je crois, depuis. Et il y a plusieurs choses. Un chêne, c'est un arbre extrêmement résistant, qui peut vivre 200, 300, 400 ans à peu près, et peut-être même plus pour certains. Le problème du chêne, c'est qu'à un moment donné, il a une transformation centrale, ce qu'on appelle l'aubier, qui dégénère. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle je vous ai montré le schéma du tronc de l'arbre, c'est que tant que les vaisseaux qui font monter et descendre la sève, puisqu'il y a des conduits qui font monter la sève brute, celle qui vient du sol, avec l'eau et les sels minéraux, et qui fait la photosynthèse quand elle arrive en haut, avec le CO2 et le rayonnement solaire, et que la sève descendante, les vaisseaux de la sève descendante sont tout près de l'écorce, vous pouvez avoir une feuillaison, une floraison, des glands, sans problème. Il n'y a qu'au moment où le cœur de l'arbre aura été trop transformé, pourri,
hein, même que à ce moment-là, et c'est un arbre qui a un très grand danger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle d'abattre un arbre, on fait ce qu'on appelle une auscultation. On a deux façons de faire, même trois. Vous avez le fait, les forestiers ont l'habitude de taper avec un marteau de bois sur le tronc pour savoir la résonance du son. Où on a un stéthoscope, enfin je dis un stéthoscope, c'est l'équivalent d'un stéthoscope pour écouter après un coup de maillet le son qui ressort et on voit si c'est creux ou si c'est plein. Et si on a un doute, on utilise ce qu'on appelle la tarière de Presley, qui est une petite tarière qui va aller pénétrer jusqu'au cœur de l'arbre, qui va ressortir une carotte et on analyse au microscope la qualité de cet arbre. Donc avant de dire on garde un arbre, on garde pas un arbre, on l'abat pas, etc., il faut faire toutes ces analyses. Autre chose également, il faut regarder comment on doit considérer le système racinaire, parce que lorsque vous avez des arbres à pivot central, un arbre comme un chêne de plusieurs centaines d'années peut avoir un pivot qui va jusqu'à 10 mètres de profondeur, mais également un système latéral qui s'étend très largement. Il a une cour. C'est ce qui donne sa résistance. Donc, si vous voulez, quand on analyse des arbres pour savoir je coupe pas, je garde pas, eh bien, il faut faire tout ce travail préalable avant de dire on le garde ou on l'abat. Donc ce chêne, je n'en ai pas parlé parce que il a fait tellement couler d'encre que je pense que j'avais pas grand-chose à ajouter. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est avoir une position scientifique. On peut aimer un arbre autant qu'on veut parce qu'il est plein de souvenirs, parce que on en a gardé. Si on pense à l'arbre de Goethe, par exemple, bon ben on le béquille, on le soutient, on lui met du mastic, on lui met etc. Parce qu'il y a derrière une idée de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais si vous voulez. Pour gérer un patrimoine arboré, il faut être scientifique. Et pour être scientifique, il faut faire essayer de faire de bonnes analyses. Alors, je me permets de compléter qu'effectivement, c'est tout ce qui est fait à Saint-Maur, sur les bords de Marne, sur les rues d'alignement, et donc dans tout l'espace public, puisque effectivement, un arbre qui est creux ou qui présente un danger, présente un danger pour les passants. Et il ne faut pas croire que des piétons ne meurent jamais écrasés sous un arbre. Ça arrive malheureusement en France, plusieurs dizaines de piétons, dans toute la France, pas à Saint-Maur. Hein. Jusqu'à présent, je touche du bois, il n'y en a eu aucun. Mais le risque est tout à fait possible. Maintenant, concernant le grand chêne, comme vous l'avez dit, il est évidemment protégé, donc il n'est pour l'instant pas question du tout de l'abattre. Un diagnostic a été fait par l'Office national des forêts, à la demande de la ville et payé par le propriétaire de la parcelle, qui indique que cet arbre est effectivement vieux et présente un danger, c'est-à-dire que il est vivement et vigoureusement déconseillé de rester bouquiné dessous, parce qu'effectivement les branches sont fragiles et je ne dis pas que l'arbre va menacer de s'effondrer tout de suite, mais il a effectivement 300 ans et donc avec toutes les faiblesses liées à son grand âge. Mais encore une fois, il est protégé, donc le propriétaire ne peut pas l'abattre et ne peut pas se baser sur ce diagnostic pour le faire. Alors, si ça peut rassurer tout le monde dans la salle, à commencer par moi-même. Ce que l'on peut faire dans ce cas-là, c'est ce qu'on fait souvent sur des arbres prestigieux ou mémoriaux, c'est qu'on les béquille. On les béquille de manière à éviter, par exemple, parce que sur un arbre de 3, 4, 500 ans, à un moment donné, c'est pas forcément le tronc qui va céder, mais ça peut être une branche maîtresse. Et souvent, quand l'arbre a été en situation isolée, il a des branches latérales très perpendiculaires à l'axe du tronc, et souvent, les premières branches sont très très grosses. Surtout à ces âges-là. Donc, ce que l'on fait parfois pour, si on veut absolument le conserver et l'aider à survivre, si je puis dire, eh bien, on béquille.
hein. Alors il y a différentes techniques pour béquiller les arbres, mais ça, à travers l'Europe, ça se fait de manière en Allemagne. Il y en a beaucoup qui sont béquillés parce qu'ils sont mémoriaux. Dans certaines contrées, on les sauvegarde parce qu'ils ont joué un rôle pendant la résistance. Lors des guerres de religion, par exemple en France, il y avait des arbres creux qui ont été sauvegardés parce qu'ils servaient à cacher des prêtres protestants. Ils étaient tellement creux qu'on pouvait rentrer dedans. Donc il y a des arbres creux que l'on garde, mais parce qu'on sait qu'ils ont une histoire, et une histoire mémorielle, et d'autre part, on fait tout pour qu'ils ne s'effondrent pas sur celui qui va aller se promener. Donc on fait tout un système de béquillage. Oui, je voulais savoir quels étaient les critères retenus pour classer les arbres remarquables à Saint-Maur. Et je voulais savoir s'ils étaient dans le domaine public ou dans le domaine privé. Alors, on peut avoir un arbre remarquable dans le domaine privé comme dans le domaine public, hein. Si un propriétaire veut que son arbre soit classé remarquable, c'est-à-dire que ses successeurs, par exemple, ne décident pas de le liquider, donc un privé peut demander si évidemment il a des caractéristiques. Alors ensuite, en ce qui concerne les critères, il y a toute une liste, hein. Il y a un cahier des charges pour déterminer s'il est remarquable ou pas. À partir de là, on a un fichier, il faut répondre à des questions, il faut également avoir l'avis de scientifiques, etc. Enfin, il y a tout un dossier qui doit être élaboré. Ça passe ensuite devant une commission qui décide ou pas que ce soit remarquable ou pas. Alors évidemment, quand je vous ai montré l'arbre de Buffon, qui est un arbre remarquable, ça va de soi que le critère historique l'a emporté. Oui. Je vais donner la parole à Gilles Cherrier, qui est maire adjoint en charge justement de l'arbre en ville, entre autres choses, puisqu'il fait aussi la baignade. Merci beaucoup. Donc, excusez-moi déjà d'être arrivé en retard pour la conférence, mais merci beaucoup en tout cas de ces informations. Effectivement, sur le classement des arbres remarquables, ça a été classé au plan local d'urbanisme, je dirais à une certaine époque, où on a en 2017, et sur la période, donc avec les experts qui étaient passés au niveau de la commune, il y a un certain nombre qui ont été classés sous le domaine public, donc dans nos squares, parce qu'effectivement dans nos squares, c'est là où, je dirais, les expérimentations ont été le plus développées. On a implanté des arbres les plus, je dirais, non communs, et qui ont permis de, surtout comme ils étaient seuls, c'était plus facile de les gérer. Et un certain nombre ont été repérés effectivement dans les propriétés privées, et ils ont été classés à ce titre-là dans le plan local d'urbanisme, et ils ont été repris dans le plan local d'urbanisme intercommunal. Notre souhait aujourd'hui, dans le plan de l'arbre qu'on a adopté l'année dernière, c'est de voir comment perpétuer cette tradition et cette volonté de conserver, parce que dans l'analyse qu'on a faite sur l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Maur, alors sur l'espace public, on a déjà 18 000 arbres d'alignement, ce qui est déjà pas mal, et au total, on a à peu près 25 000 qui sont sous domaine public. Et ce qui fait qu'on a une collectivité qui est couverte par une canopée importante. Mais quand on fait l'analyse globale de notre territoire, avec ce qu'on appelle l'indice canopée, qui est la couverture donc par les arbres d'un territoire, on calcule le pourcentage de la couverture de la canopée par rapport à la surface, et on atteint 25% à Saint-Maur, ce qui est assez remarquable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces 25%, l'espace public ne représente que 30%. 70% de la couverture canopée sur notre territoire est sous domaine privé. D'où l'importance pour nous de développer aussi la connaissance et la sensibilisation de nos concitoyens pour faire en sorte de garder leurs arbres, d'éviter de construire trop de terrasses, de trop morceler leur terrain et d'abattre les arbres. Le plan local d'urbanisme prévoit à l'intercommunal, lorsqu'on abat un arbre, lorsqu'on dépose un permis de construire, d'en replanter 2. Mais on sait pertinemment que planter 2 nouveaux arbres, ça n'a pas la même efficacité aujourd'hui pour nous protéger des effets indésirables aujourd'hui du changement climatique qui est à prendre en compte dès maintenant. Et le maintien d'une canopée est très importante pour le vivre ensemble et le bien-être de notre qualité de vie à Saint-Maur.
Donc c'est pour ça que on travaille beaucoup sur la sensibilisation, on va améliorer les choses. Le Grand Chêne est devenu malheureusement un sujet politique, j'aurais tendance à dire. Il est plus du tout scientifique, il est plus du tout, je dirais, il est rentré dans une sphère que personnellement je maîtrise pas tellement, bien que je sois élu. Mais je pense que là, il y a une stigmatisation qui est presque préjudiciable à la politique que l'on veut mener, parce que c'est orthogonal à faire de nouveaux classements, parce que ça laisse entendre que quand on classe un arbre remarquable sur sa propriété, on peut plus faire ce qu'on veut sur sa propriété. Et c'est pas l'idée du classement de l'arbre remarquable. C'est plutôt d'accompagner les propriétaires de ces arbres, de voir comment améliorer leur protection. C'est d'ailleurs comme ça que ce classement a permis de sauvegarder cet arbre-là, en faisant des contraintes de distance par rapport au permis de construire qui était mis en place. Et la logique, c'est plutôt celle-ci, c'est d'accompagner la démarche et pas de la rendre, je dirais, exagérée et impossible. Et pour finir, du moins mon intervention, mais pas la vôtre, madame, c'est que on rentre dans une période de communication sur l'aspect arbre. On va avoir des classes qui vont planter des arbres dans notre espace public. Et je vous invite tous à participer à la réunion du 21 mars. On fait une conférence sur l'arbre en ville par le professeur Luc Abadi, qui va venir faire un exposé justement des contraintes et des apports de l'arbre en ville dans cette politique de sensibilisation et de priorisation. Donc je vous invite à participer à cette réunion qui a lieu le 21 mars, vendredi 21 mars à 19h30, donc dans cette salle, ici même. Donc voilà, qui complétera très certainement ce qu'a dit notre professeur Iota, parce que effectivement, ça reprend des éléments tels que vous votre conclusion, j'irais, va lancer la conférence du 21 mars. Et c'est parfait. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée. Merci à vous.